Est-ce que le Célestin Jammeh, qu'on reçoit ce soir sur le plateau de décryptage, est un homme qui est fier de lui, qui n'a rien à se reprocher, qui se dit il suit une constance politique, des convictions politiques qui sont affichées et assumées? Absolument, je ne peux pas dire que je suis un ange. J'ai mes qualités, mais je pense que j'ai aussi, comme tout le monde, ses défauts, mais je les assume toutes. Je pense qu'on ne peut pas avancer dans la vie sans assumer ses erreurs. Les erreurs, ce n'est pas une fatalité, c'est la marche vers le succès. Parce que les erreurs vous permettent de prendre conscience de vos lacunes parfois, parce que j'en ai aussi, il faut le reconnaître. Mais je crois qu'il faut savoir faire face aux erreurs, parce que ça vous permet aussi de recadrer et de rectifier, et de vous améliorer. Et naturellement, en tant qu'homme, être humain tout simplement, j'ai la faiblesse de penser que parfois ça m'arrive de me tromper, ça peut arriver. Mais pour l'instant, je suis fier de mon parcours. Le fait qu'il y ait des erreurs ne sont pas antinomiques, du fait que je sois un politique authentique, du moins je l'estime, et que j'ai mes convictions profondément ancrées, et on en parlera tout à l'heure. Le fait de choisir un candidat qui n'est pas naturellement dans mon camp politique n'est pas, comment dirais-je, n'est pas un scandale. J'ai combattu ce gouvernement, mais pas autre chose. On va y revenir tout à l'heure, Célestin Jammeh. Permettez-nous, d'abord avant d'entrer dans le vif du sujet, de repartir à la régie pour prendre votre position sur cette actualité qui est intervenue ce vendredi soir. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a accordé une audience en fin de cet après-midi au palais de l'unité d'Etoudi à l'ambassadeur de France au Cameroun, son Excellence Thierry Marchand, arrivé en fin de séjour au Cameroun. Il y a passé 3 ans et il a tenu à aller dire au revoir. Ça fait partie des us et coutumes diplomatiques au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Et au cours de cette audience, au sortir de cette audience, il a fait une déclaration forte concernant le président de la République. On regarde cet extrait et on se retrouve juste derrière. La République, je l'avais déjà rencontré il y a, je crois, 1 an et demi dans un entretien ici au Palais d'Etoudi. Et aujourd'hui, je l'ai retrouvé exactement dans le même état d'esprit et attitude, c'est-à-dire conscient et informé de la réalité des sujets que nous avons abordés, dans leur grande diversité. Il m'a donc semblé vraiment être quelqu'un qui est aux affaires, qui tient véritablement le manche du pays et qui va s'engager dans une nouvelle campagne présidentielle pour un nouveau mandat. J'ai eu beaucoup de plaisir à pouvoir échanger sur une très grande variété de sujets dans lesquels nous avons une forme de capacité. Quelque temps maintenant de la vacance du pouvoir, de son inéligibilité, je pense au bâtonnier Kérémoula qui a introduit récemment une requête au tribunal pour faire croire aux gens que le président serait inéligible. Alors même que le principe du Conseil constitutionnel, c'est le respect des dogmes. C'est comme un dogme, comme disait quelqu'un il y a quelques années, en 2004. Voilà. Et donc, je suis quand même assez surpris que le bâtonnier que je respecte puisse entrer au Conseil constitutionnel, qui est une maison de droit, avec des arguments subjectifs et des arguments de non-droit. Donc le président, la preuve en est faite encore une fois de plus aujourd'hui, qui n'est pas invalide, qu'il reçoit des invités de marque, qu'il échange avec eux de manière tout à fait argumentée et lucide, qui n'est pas tout ce qu'on présente contre lui. Moi, j'ai combattu le président Paul Biya, vous le savez, je ne m'en cache pas. Mais je pense que la particularité d'un homme politique, c'est aussi d'être, comment dirais-je, réaliste et pragmatique dans l'évolution de la politique. Évidemment, quand on parle du président Paul Biya, il faut aussi le comparer à d'autres acteurs politiques et en dégager les préjugés favorables et défavorables. Donc, je voulais dire que sur le plan diplomatique, notamment sur le plan panafricain, même s'il n'est pas un panafricaniste exubérant et intolérant, le président Paul Biya a posé des actes forts et clairs. Aujourd'hui, il reçoit l'ambassadeur. Ce qu'on peut retirer, c'est que contrairement aux colibets et aux railleries qui ont été proférées contre lui, il est bien debout, il n'a pas de lunettes, il marche, et il tient debout. Ça, c'est l'aspect anecdotique. Maintenant, on reviendra peut-être tout à l'heure sur l'aspect politique qui a conforté ma motivation pour soutenir le candidat et pas le parti qu'il a investi, le candidat. J'insiste là-dessus. Mais sur l'image que vous venez de projeter, je pense qu'aujourd'hui, l'argument sur son incapacité à gouverner, notamment sur les aspects physiques, comment dirais-je, qui serait physiquement incapable, est balayé d'un revers de main. Je rappelle qu'il y a plus de 20 ans, on lui donnait déjà pour mort. J'étais encore en France, je résidais encore à Paris. Quand on l'a annoncé mort, il est arrivé à l'aéroport de Simalène pour dire qu'il semblerait qu'il y a des gens qui s'intéressent à mes obsèques. Je me donne rendez-vous dans une vingtaine d'années. Donc aujourd'hui, il est encore là. Et puis, il faut laisser les gens commenter l'histoire, et il y a les gens qui font l'histoire. Il ne faut pas empêcher les gens de faire leur travail. Comment on devrait appréhender ce message de Thierry Marchand? Vous avez rappelé tout à l'heure son parcours, et quand on connaît un peu la nature des relations entre la France et l'Afrique francophone, particulièrement le Cameroun, en ce moment, avoir un tel témoignage qui vient d'un ambassadeur qui n'a plus rien à faire avec le Cameroun, qui est en train de partir du Cameroun, et qui rappelle qu'il a rencontré un chef de l'État il y a 1 an et demi, et il le rencontre aujourd'hui. Il a la conviction que c'est quelqu'un qui tient toujours fermement les rênes du pays, contrairement à un certain discours qui a prospéré, qui laisse croire que le président ne maîtrise plus rien. Vous, en tant qu'homme politique, comment est-ce que vous analysez ce message de Thierry Marchand? D'abord, je pense qu'il est important de souligner que ce n'est pas un message commandé. Je pense qu'il a réagi en tant qu'un diplomate, un homme tout simplement. Il a livré son sentiment à l'issue des rencontres avec le chef de l'État. Il faut le prendre donc comme le compliment, donc le message d'un homme politique, d'un homme d'un diplomate qui a donné à cœur ouvert son sentiment par rapport à cette rencontre. Je pense donc qu'aujourd'hui, quand il pense que dans les conditions géostratégiques et géopolitiques actuelles, le président Paul Biya, pour beaucoup d'acteurs internationaux qui ne sont pas camerounais et donc qui ne vivent pas l'actualité politique quotidienne du Cameroun, Paul Biya est une référence pour Laurent Gbagbo et pour Paul Kagame. Il faut voir leurs écrits sur Paul Biya. Je vous dis que je n'ai pas toujours été un partisan de Paul Biya, maintenant pas forcément, mais nous parlerons de la candidature tout à fait. Mais je pense que ce diplomate a livré son sentiment personnel. Ce n'est pas le sentiment de Quai d'Orsay, je ne pense pas. Et je crois que ça rejoint un peu ce que je pensais de la personne. Il y a 3 types d'hommes politiques dans le monde. Vous avez les hommes politiques basiques, vous avez les hommes d'État, vous avez les grands hommes.
Pour l'instant, je considère le président Paul Biya comme un homme d'État qui incarne toutes les vertus qu'un homme d'État peut donner à son peuple. Et je crois simplement qu'il ne peut pas être un homme politique tout seul, malheureusement. Dois-je rappeler à ceux qui nous regardent aujourd'hui que le président de la République a effectué environ 259 remaniements ministériels depuis 1982. Lui-même, par les actes qu'il a posés, je rappelle qu'en 2006, il a lancé l'opération Épervier, parce que ses collaborateurs l'ont trahi. Il y a des ingrats autour de lui. Si Paul Biya voulait détruire le Cameroun, aurait-il lancé l'opération Épervier? S'il voulait détruire le Cameroun, comme on dit souvent, ses profondeurs, aurait-il créé le TCS? C'est parce qu'il pense que malgré la confiance qu'il a fait aux hommes qui l'entourent, malheureusement... Certains, pas tous. Tous ne l'ont pas trahi. Il y a un type comme M. René Sadi, qui est un homme de grande vertu, par exemple, pour en citer d'autres, mais pour beaucoup, il est évident qu'il a mis en place des organes comme le TCS, effectivement, pour lutter contre les gens qui se livrent à la prévarication des fonds de l'État. Donc c'est vous dire qu'on fait confiance à quelqu'un, et à la fin on se rend compte qu'on a été trahi. C'est ça la marque. Et tout le monde peut le vérifier. Tout simplement, ce n'est pas fait des actes à la coup que de dire que le président a été désagréablement surpris par les gens à qui il faisait confiance. Je rappelle au passage qu'en Condengui, il y a quand même eu un Premier ministre condamné. Il y a quand même eu un SGPR qui est toujours en prison. Il y a eu un MINDEF. Il y a eu un ministre des Finances qui est au CED. Donc c'est pour dire qu'au regard des postes vitaux que je viens de citer pour la nation, il a fait totale confiance. Mais il n'est pas un devin, il n'est pas Dieu pour imaginer la suite. Force est de constater que le président s'est rendu compte qu'il avait affaire à des personnes de peu de vertu, raison pour laquelle il a mis en place l'opération Épervier. Je le regrette. Et donc je crois qu'avec le temps, quand on a conscience qu'on doit s'adapter plutôt que se mettre dans une approche systématique, on se rend compte que le président Paul Biya avait des vertus que nous ignorions. Et c'est ça que je suis venu témoigner aujourd'hui. D'accord. Et avant justement de recueillir vos différents témoignages, Jean de Dieu Momo, qui est le président national du PADEC, qui lui est devenu ministre délégué auprès du ministère de la Justice. Est-ce que c'était aussi cela, la trajectoire que veut prendre aujourd'hui le président national de la part, Célestin Djamène, qui est notre invité de ce soir, ou tout simplement c'est un soutien sans intérêt qu'il apporte au chef de l'État? La question lui sera posée tout à l'heure. Célestin Djamène, le Célestin Djamène qu'on reçoit ce soir sur le plateau de décryptage peut être perçu comment par nos millions de téléspectateurs, membres influents de l'opposition ou désormais en pro-régime. Je ne suis pas responsable, mon cher Bruno, des interprétations des uns et des autres. Je suis responsable des actes que je pose dans ma vie politique. Je suis un homme déterminé, un homme de conviction, mais je ne peux pas empêcher les gens de penser ce qu'ils pensent de moi, comme vous, j'imagine. Parce que si on écoute tout le monde, si on écoute les gens, on ne peut rien faire dans la vie. Vous avez un sentiment que les actes que vous posez, que la carrière qui est la vôtre, vous la tenez, vous y croyez, il faut continuer sur cette lancée-là. Mais je suis à l'écoute. Mais c'est pas parce que j'écoute que je valide tout ce qu'on pense de moi. Ils ont le droit de penser ce qu'ils pensent. Aujourd'hui, je suis un homme politique dans la continuité de mes convictions. Le fait que... je n'ai pas parlé des opinions des uns et des autres. Je vous pose la question, vous, en tant qu'homme de conviction, comment est-ce qu'on doit vous percevoir ce soir, sur ce plateau, membre de l'opposition ou un pro-régime? C'est pour ça que le on s'adresse peut-être à des personnes tierces, mais je veux dire que moi je me perçois, peu importe ce que pensent les autres de moi, je me perçois comme un homme éminemment patriote, profondément amoureux de son pays. Par exemple, il y a un débat sur les ethnies, sur les tribus, je me sens d'abord camerounais. Le fait que mes parents soient d'Américains m'importe très peu, avec tout l'amour que j'ai pour eux. Mais je me suis engagé en politique parce que je crois au Cameroun, à la patrie camerounaise, à ceux qui ont donné leur vie pour que ce pays soit un et indivisible. Et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à Oumniobé et les autres, Ernest Mandier Moumier, qui ont donné une image très élevée de la patrie. Ils en sont morts, pourtant ils avaient aussi des familles. Donc aujourd'hui, moi j'ai mes convictions. Et je crois que ceux qui me considèrent comme un clivant, un homme politique clivant, ont tort. Je pense que j'ai ma liberté de réagir, j'ai ma liberté de conscience et j'ai ma liberté de choix. Maintenant, je suis tout à fait prêt à apporter, on va dire, des clarifications sur les zones d'ombre que certains pensent avoir sur mon parcours politique. Il n'y a pas de problème. Mais je suis un homme dans mes tranches de vie. Je ne suis pas un homme différent. Je suis un homme qui évolue avec son temps, avec les réalités politiques. Donc, dans vos tranches de vie, avant-hier, vous étiez membre de la société civile, militant affirmé des droits de l'homme. Hier, vous étiez membre de l'opposition camerounaise, farouchement opposé au régime en place. Et aujourd'hui, dans une autre tranche de vie, vous dites que vous n'êtes ni patriote, vous n'êtes ni de l'opposition, ni soutien, ni pro-régime, vous êtes un patriote. Ça, c'est une nouvelle casquette. Je n'ai pas dit que je ne suis ni de l'opposition. Je veux dire, ma précision. Parce que vous n'avez pas répondu à la question. En 1989, je suis à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne. Quand j'entre à la Sorbonne, je rencontre des groupuscules, on va dire, ethnofascistes, disons, fascistes. Non, français, qui sont là pour relayer le discours d'un certain Jean-Marie Le Pen, qui est un discours assez xénophobe et même parfois raciste. Il les a combattus, il y a eu des bagarres physiques, si j'ose dire. Et donc j'ai adhéré à la section jeune du Parti Socialiste à l'époque. J'étais à ce moment-là dans la société civile, des années 89 jusqu'à 95. À partir de 96, je prends ma carte de SDF, étant en France. J'ai moi-même cherché l'antenne de SDF en France, je l'ai trouvée, et j'ai milité, et quelques mois après, j'ai été promu comme secrétaire à la communication de la région SDF de France. Naturellement, en 2010, je décide de rentrer dans mon pays, parce que j'estime qu'effectivement, je serais plus utile à mon pays natal qu'à la France. Je rappelle, entre guillemets au passage, que j'ai été un militant ardent du Parti Socialiste Français, et j'ai été dans la campagne de Ségolène Royal, face à Nicolas Sarkozy. Et j'avais comme directeur de campagne, comme encadreur de campagne, M. Manuel Valls, qui est ancien Premier ministre français, et qui, au vu de mes qualités, a demandé de me naturaliser en 48 heures. Il a commis donc son
son chef de cabinet, j'ai opposé un non catégorique. Je n'avais pas besoin de passeport français. Je suis camerounais et fier de l'être. J'ai dit que ça n'était pas la peine de me faire député français ou naturalisé français. Je rentre au Cameroun. C'est ainsi qu'en novembre 2000... Au Cameroun n'était pas seulement votre œuvre. Je connais des gens qui ont œuvré pour vous convaincre de rentrer au Cameroun parce que ce n'était pas votre premier choix. Non, c'était quand même une décision personnelle. Je peux en citer des noms. Oui, vous connaissez très bien. Mais citez-les si vous voulez. Mais je vous prends l'exemple de Dieudonné Bougne. Oui, c'est quelqu'un que j'ai rencontré. Qui était mandaté pour... oui, qui était mandaté pour m'approcher quand il y a eu une affaire des biens mal acquis. C'est un homme que j'estime beaucoup, qui est assez franc, qui est assez direct, qui est assez humaniste, si j'ose dire. Mais je veux dire que ma décision de retourner au pays est une décision très personnelle. J'ai été syndicaliste 11 ans en France, délégué du personnel et délégué syndical. J'ai la confiance de Force ouvrière, qui est un syndicat très connu en France, qui est derrière la CGT. J'ai travaillé pour France Télécom, contrairement à ce que certains enfants racontent sur les réseaux sociaux, les ragots qui partent de gauche à droite. Et donc, j'étais... Vous gagnez bien votre vie en France. Bien entendu. Moi, quand j'ai rentré au Cameroun, on me proposait une mutation sur Sydney, en Australie. Vous voyez, j'avais 4 000 €. Mais si je partais à Sydney, ça aurait été beaucoup plus par là-bas sur le dollar. Donc, j'ai dit que ma passion pour mon pays, pour ma patrie, est beaucoup plus importante que la mobilité en Australie. Donc, je suis rentré au Cameroun. Mais je dois rappeler que c'était une décision très personnelle. Donc, j'ai donc choisi de rentrer dans mon pays. J'ai continué mon combat politique. Je ne peux pas nier le fait, évidemment, que je suis un opposant encore aujourd'hui. Mais sur le sujet qui nous attend, le cœur du problème, c'est la question du choix d'un candidat parmi les 12. Il ne faut pas confondre les choses. Monsieur Biya, ce n'est pas seulement le RDPC. C'est un homme avec ses qualités, avec ses capacités intrinsèques. Quand on va dans une élection présidentielle, qui, selon Max Weber, est la rencontre entre un homme, ou une femme d'ailleurs, et un peuple. On ne choisit pas un parti politique, même si c'est le RDPC qui investit pour Biya, c'est sur sa personne que seront concentrés les suffrages. Ce n'est pas sur le RDPC. Et ceux qui votent pour Biya ne sont pas forcément des RDPC. Les Camerounais tout bas votent pour Biya. Je suis désolé de le dire aussi. Donc il faut bien comprendre que le candidat, ce n'est pas forcément son parti. La preuve, c'est que même si l'équipe, même si le parti vous propose une équipe de campagne, le candidat a le devoir, a le droit de choisir sa propre équipe de campagne. Le candidat a son style, a ses capacités, a ses états de service. Et M. Biya a son expérience. Et c'est sur ça que le choix se porte. Ce n'est pas par rapport au RDPC, avec qui je n'ai aucun accord de coalition. L'UNDP, par exemple, a signé un accord en 1997 avec le RDPC. Pareil pour le MDA de M. Dakuda Salah, pareil pour le FSNC de M. Chiroma, pareil pour le PND de M. Antaga Sagaï. Tous ces gens ont signé des accords connus, écrits avec le RDPC. Ce n'est pas le cas avec Célestin Diamène, ce n'est pas le cas avec APAR. APAR, à travers la personne, s'engage pour faire le choix d'un candidat et pas du RDPC. On vous a vu être reçu par le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. On imagine qu'en ce moment, APAR n'a pas un programme social qui pourrait intéresser le ministre du Travail, mais c'était dans l'expectative, notamment après avoir déclaré votre soutien au candidat du RDPC. Vous avez été reçu, ça peut toujours être considéré comme un accord moral. On peut le considérer, mais je pense que monsieur... On ne connaît pas quel a été le fond. Je n'ai pas à le dévoiler ici, parce qu'il n'a pas donné mandat de dévoiler les éléments de cet échange, qui était l'échange, je vous rassure. Est-ce qu'on peut avoir la photo à la régie de la rencontre entre le ministre du Travail et de la Sécurité sociale? Je ne sais pas si c'est sur cette casquette-là que vous avez été reçu, ou le secrétaire général adjoint du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Voilà, on a donc cette photo entre vous et M. Grégoire Oula. Oui, bon, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il est secrétaire général adjoint du RDPC, il est en même temps ministre de la Sécurité sociale et du Travail. Bon, maintenant, chacun peut l'interpréter à sa manière, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas anormal qu'un ministre de la République reçoive un président d'un parti politique. Je pense qu'on doit aller dans le sens du dialogue, du partage, de l'échange républicain. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce dialogue? On ne vous a jamais aperçu par le passé? Il y a un temps pour tout. Pendant 30 ans que vous avez pratiquement passé, on n'a pas vu une rencontre officielle comme ça dans un bureau d'un membre du gouvernement. J'ai rencontré plusieurs fois plusieurs ministres, le ministre Jean-Louis Momo, qui est un ami, avant même qu'il soit ministre. J'ai rencontré Atangadji, qui est un ami, et que je soutiens dans ses œuvres. Je l'ai toujours dit, je ne m'en cache pas. Il faut assumer ses amitiés, quoi qu'il arrive. Quelles que soient les railleries, quelles que soient les remontrances, quelles que soient les insultes, il faut apprendre à assumer ses amitiés. Ça n'empêche pas que vous ayez des convictions, comprenez? Nous avons tous des amis partout. Les militants du RDPC, c'est des Camerounais. Eux-mêmes ont des amis dans l'opposition. Mais ça n'empêche pas que vous ayez vos propres convictions. J'imagine que vous, Bruno Bidjan, vous pourriez avoir des amis dans l'UPC. Ça ne veut pas dire qu'ils influencent votre manière de vivre, votre manière de penser. Nous sommes Camerounais. Nous avons des idéaux communs. On ne peut pas avancer si on est dans la guerre permanente. Le Cameroun est un et indivisible. Et ça doit se traduire dans les comportements au quotidien. Mais vous afficher fièrement avec les membres du gouvernement pour aussi être considéré comme une trahison. Non, par rapport à quel pacte signé et avec qui? Par rapport à votre posture de membre de l'opposition. Non, vous savez, M. François Hollande, M. Mitterrand recevait Jean-Marie Le Pen. Quand il y avait des questions essentielles pour la France, par exemple, M. Mitterrand recevait Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac, Édouard Balladur. Donc il est tout à fait normal dans une démocratie qu'on reçoit des forces contradictoires. C'est-à-dire qu'on donne un blanc-seing à ceux qu'on reçoit. Ce n'est pas une allégeance. C'est simplement que dans la tradition républicaine, on a le droit et même le devoir de se parler. Comment voulez-vous? Par exemple, prenez le cas du Kenya, M. Uhuru Kenyatta qui s'est fait insulter à longueur d'année par M. Raila Odinga, a fini par le faire vice-président. Donc c'est tout à fait normal. Monsieur, comment dirais-je, Kodok, qui est un UPCiste pur crème, a été ministre de Paul Biya. Je peux parler aussi de Obélène. On peut aussi prendre le cas dans le Tchad voisin. Dans le Tchad voisin, et succès, mais on voit le revers de la médaille. Oui, ça, avec ce qui lui arrive. On ne sait pas ce qui s'est passé. On peut aussi prendre le cas de la République démocratique du Congo avec l'ancien ministre de la Justice. Oui, et Constant Moutamba, qui est aujourd'hui dans les problèmes. Parce que hier, opposant, avant-hier, hier opposant, aujourd'hui membre du gouvernement, et aujourd'hui peut-être qu'il en paye le prix aussi. Constant Moutamba est en train de subir un problème de règlement de compte judiciaire. Il a été débarqué parce qu'il est dans les affaires judiciaires, donc on ne peut pas parler de la crédibilité d'un ministre quand il est en Ce ne sera pas votre cas? J'en sais rien, pour l'instant je suis blanc comme neige en termes politiques, et donc je laisse les gens supputer ce qu'ils veulent bien supputer. D'accord. Je retiens que vous êtes patriote, vous vous considérez aujourd'hui comme un patriote, non pas comme un pro-régime ou un membre de l'opposition. Vous êtes un patriote. Alors, vous avez passé près de 30 ans dans l'opposition au Cameroun. Aujourd'hui, avec un peu de recul, que retenez-vous de ce combat? C'est un combat enrichissant, encore que je ne suis pas
pro-RDPC. Vous êtes pro-Biya. Vous êtes pro-Biya. Le terme n'est pas tout à fait adapté. Je suis pro-candidat. Ah, vous ne pouvez pas être pro-candidat, ça veut dire que... non, parce que le biaïsme, c'est une autre philosophie, vous comprenez? J'estime que l'année 2025 est une année de tous les défis. Et il faut regarder le casting qu'il y a devant nous aujourd'hui et de choisir le plus crédible. Parce que nous traversons des zones de turbulence assez importantes sur le plan mondial et sur le plan africain. Vous avez dans le cas de la CEDEAO l'AES qui se détache et qui est en train de tracer le chemin vers une nouvelle Afrique. Je suis convaincu que M. Biya, contrairement à ce que beaucoup pensent, est un vrai panafricaniste. Le panafricanisme, c'est pas toujours l'exubérance, l'intempérance et l'intolérance. M. Biya est un homme discret, mais qui demeure dans l'efficacité. Est-ce que vous vous rappelez par exemple que M. François Fillon, qui était Premier ministre de la France sous la présidence de M. Nicolas Sarkozy, est arrivé au Cameroun en 2009 pour venir faire quoi? Pour venir faire renouveler les accords de coopération, les accords coloniaux, qui impliquaient quoi? Le pillage systématique de notre sous-sol. On vendait tout, l'uranium, le cobalt, le manganèse, exclusivement à la France, et même, je dirais, en matière d'équipement militaire. M. Biya a dit non, je n'en veux plus. Terminé, tout simplement. Avant de revenir à M. Biya, est-ce que vous pouvez répondre à ma question après 30 ans de combat en opposition? Aujourd'hui, vous dites que vous êtes pro-candidat Paul Biya. Oui. Que retenez-vous de ce combat? 30 années. Beaucoup de choses. Je pense qu'il faut des vrais opposants dans un pays. Donc, ils proposent une alternative à la gouvernance du pays. Il n'y en a pas au Cameroun? Je crois qu'il y a beaucoup de fake opposants au Cameroun. Il y a eu dans les années 90, Nidon Froundi, il y a eu Adamou Damdouya, qui étaient des opposants quand même authentiques, et que j'ai beaucoup appréciés. Et parmi les deux, Nidon Froundi, que j'ai beaucoup admiré, était mon mentor politique. Il m'a beaucoup enseigné, quand je suis rentré au Cameroun, dans la manière de faire de la politique, dont j'en ai beaucoup bénéficié. C'est un homme, on a traité de tous les noms, mais qui est un homme de grande conviction, un homme de dignité, un homme d'honneur, Nidon Froundi, évidemment. Donc j'ai beaucoup appris de lui, et donc c'est bien qu'un pays ait une vraie opposition, au point que lui et moi, à l'époque, en tout cas, lui d'abord, m'a convaincu qu'il fallait que je parle, parce qu'il m'envoyait sur les médias. Il m'appréciait beaucoup, mais il me taquinait aussi beaucoup. Il me titillait beaucoup. Bon, c'était mon papa, et j'avais le devoir de l'écouter, et pas de le contredire. Je pense qu'il avait demandé à l'époque le statut d'opposant, un peu comme au Canada, où les opposants sont considérés comme une contrepartie importante de la démocratie. Ils sont rémunérés, ils ont une résidence. Pareil en Angleterre. D'ailleurs, en Angleterre, les opposants siègent au Conseil, au Parlement. Au Parlement, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un shadow cabinet qui est là en même temps que le gouvernement. Et ils ont un statut. Nidon Froundi, avancement, l'a réclamé à plusieurs reprises. Donc je pense que les 30 ans d'opposition, je suis toujours opposant, bien entendu. J'entends les gens dire, je suis incohérent, je suis dans l'antinomie, je suis dans la contradiction. Non, pas du tout. Je pense qu'on peut soutenir un candidat et néanmoins demeurer ce qu'on est. Je rappelle un exemple très simple. M. Jacques Chirac, 2 ans avant sa mort, en 2012, il y avait une compétition électorale entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. M. Hollande est socialiste. Sarkozy a été fabriqué par Jacques Chirac. Eh bien, comprenez que M. Chirac, contre toute attente, a demandé à voter François Hollande. Eh bien oui, mais Chirac n'était pas un affamé, ça fait partie du jeu. Il n'a rien pris du tout. Et les gens qui ont des comportements, des discours genre alimentaires, affamés, c'est les gens qui pensent selon leurs pensées et qui pensent que tout le monde est comme eux. Non, je suis un homme patriote, j'ai à m'exprimer sur les questions politiques. Vous voulez vous découvrir patriote peut-être? Est-ce que vous n'êtes pas vous-même? Je le suis. Attention. Est-ce que vous n'êtes pas vous-même le premier fake opposant au regard de votre position et de votre posture actuelle? Est-ce que l'exemple que vous renvoyez à ceux qui veulent s'engager dans l'opposition n'est pas justement de leur dire qu'il n'y a pas de véritable opposition ou de véritable pouvoir au Cameroun? Parce que lorsqu'on a combattu et qu'on a vu qu'on n'a pas pu accéder au pouvoir, on est obligé de rentrer pour aller jouer le jeu du régime. Bien, je vois ça. Mon cher Bruno. L'opposition, ce n'est pas le manichéisme. Tout n'est pas noir d'un côté, tout n'est pas blanc. Si vous, Bruno Bidon, vous faites partie d'un parti politique différent du mien, j'ai le devoir de vous respecter. J'ai le droit de reconnaître que vous avez des qualités, malgré que vous ayez des idéologies différentes aux miennes. Comprenez? Donc, en vérité, je suis l'un des opposants les plus authentiques. Parce que le manichéisme est un cancer pour la politique. Quand un adversaire fait bien, il faut savoir le reconnaître. Parce que votre capacité à reconnaître les faits posés par l'adversaire dépend aussi de la fiabilité des critiques que vous lui portez. Si vous êtes toujours systématiquement contre lui, vous n'êtes plus crédible. C'est-à-dire que vous n'analysez plus. Vous ne voyez plus la vérité en face. C'est-à-dire qu'en fait, puisqu'il est adversaire, automatiquement, il est, comment dirais-je, un ennemi. En politique, il n'y a pas d'ennemi. D'abord par rapport aux coalitions qui peuvent arriver d'un moment à l'autre, mais surtout parce que je considère que la politique, c'est une dynamique. Il faut reconnaître les convictions de chacun. Je suis un opposant qui regarde la réalité. Si parmi les 12 candidats, par exemple, je reconnais que le plus expérimenté, c'est un tel ou c'est un tel, je dois le dire, sans renoncer à mes convictions. Moi, ce qui me guide, c'est l'intérêt de mon pays. Nous avons à négocier cette année à venir. Quelle est la personne la plus outillée, la plus apte, la plus expérimentée pour conduire le Cameroun dans les 7 prochaines années? C'est la question qu'on va se poser. L'RDPC, ce n'est pas mon parti. Nous sommes parfois aux antipodes. Donc c'est la personne de Paul Biya qui vous intéresse. Oui, parce que c'est sa manière de gérer le pays qui vous intéresse. C'est sa posture. Et selon vous, il gère bien le pays. Mais l'élection présidentielle, c'est une question qui est... Ici, chez le président Paul Biya, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Quel a été le déclic de ce changement, ce retournement de veste de parti de l'opposition pour retrouver, pour dire aujourd'hui que vous soutenez la candidature du président Biya? C'est vrai qu'on sait qu'il y a l'honorable Bapolipot qui a joué un rôle primordial, selon les informations que nous avons reçues, dans votre nouvelle posture. Aujourd'hui, que vous a-t-il promis, peut-être avant d'y arriver? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché, comme certains disent, pour que Célestin Diamène devienne pro-Biya? Ça a très bien marché. Il n'y a pas de rupture dans mon comportement. Je suis un homme cohérent. Je suis un homme républicain. Donc, il regarde l'intérêt de ceux qui incarnent les institutions, l'intérêt du pays. Je ne suis pas dans le copinage. Vous regardez l'intérêt du pays ou votre propre intérêt? L'intérêt du pays, bien entendu. Du pays d'abord. Moi, je sais qui, je peux sortir de ce studio et puis dans un coin de la rue, une voiture me prend, c'est terminé. Mais les idées que j'aurais fait germer, c'est ça qui est important. J'ai ici auprès de moi le secrétaire national à l'organisation de APAR. Il écoute. Demain, si je ne suis pas là,
exemple, il pourra peut-être, s'il le souhaite, reprendre mes idées et porter la continuité à ceux qui viendront militer dans la part. Donc, quand on est homme politique, acteur public, on a un devoir de clarification et de transparence, d'honnêteté politique. Parce qu'on n'est pas militant pour nous-mêmes, on n'est pas acteur politique pour nous-mêmes, on a envie de donner son sentiment, sa manière de voir le Cameroun. Parce qu'il y a des jeunes enfants de 9 ans, de 10 ans, de 15 ans qui voudraient aussi peut-être demain faire de la politique. Donc, nous leur devons un certain type de comportement, une certaine exemplarité. Et donc, ça porte sur les institutions, bien sûr, mais aussi sur les qualités intrinsèques de la personne. Monsieur Paul-Biya, très peu de gens le connaissent. Je n'ai pas la prétention de le connaître, non, mais je vois ce qu'il pose. Moi, par exemple, monsieur Paul-Biya, j'ai une sensibilité panafricaniste. Je pense que de tous les présidents panafricains, à part peut-être Laurent Gbagbo, c'est le président le plus panafricaniste que je connaisse. Il a posé des actes extrêmement profonds en termes de diplomatie internationale. Vous imaginez que le Cameroun est réputé être dans le giron français. Mais en pleine guerre Ukraine-Russie, autant Russie, eh bien, il est parti à Moscou, il a délégué à Saint-Pétersbourg, il a délégué son ministre de la Défense, M. Bécassement, allait signer des accords militaires, ou en tout cas les renouveler, alors que la France faisait partie du camp d'en face. C'est très courageux. C'est un acte pour dire que le Cameroun est libre. Il n'a chasse gardée de personne. Il n'a chasse gardée de personne. Et là, c'est un élément très important pour le panafricanisme que je suis. On peut le critiquer sur le plan de la gestion et de la gouvernance, sur le plan de l'économie, évidemment sur le plan des infrastructures. Mais moi, mon angle de tir, c'est que sur le plan international, sur le plan de la diplomatie, sur le plan de la souveraineté du Cameroun, il a fait beaucoup. Et c'est un vrai panafricaniste. Un vrai panafricaniste, c'est pas seulement un aboyeur, c'est pas un aboyeur, c'est pas un exubérant. Qui fait dans le but d'obtenir des vrais résultats. Et je crois qu'aujourd'hui, le Cameroun est fier d'avoir rompu les accords coloniaux. Le Cameroun est fier d'avoir obligé la France à reconnaître qu'il y a eu des génocides entre 1940 et 1960 dans les pays Bassa et Bamileke. Et on voit le message. Bonsoir, très belle émission. Je pense que votre invité est sur la même trajectoire que Jean de Dieu Momo, que M. Thieroma et bien d'autres. Lorsqu'on est fatigué de courir sans suite favorable, on est obligé de se positionner dans le parti au pouvoir pour espérer une certaine reconnaissance dans le sérail. Georges de Manguier depuis Yaoundé. Bonsoir Bruno, contrairement aux déclarations de M. N'Djamène concernant la marche du MRC le 26 janvier 2018, Valsero a bel et bien marché à Yaoundé et a été arrêté devant moi à Casino. Bonsoir Bruno, bonsoir à M. Célestin N'Djamène. Si tu nous avais apprêté les vidéos où M. N'Djamène traitait le président Paul-Biya et son régime de tous les noms, bon, seuls les imbéciles ne changent pas. Mais nous savons comment et pourquoi certains opposants changent. N'Djamène ne donne pas raison à ceux qui soupçonnaient qu'il y avait des infiltrés et ont refusé la coalition. C'est Ninka Baren de Mi-Bouman. On va prendre rapidement d'autres messages. Bonsoir Vision 4, M. Célestin N'Djamène. Vous n'avez jamais été un opposant, vous n'avez jamais été consistant en politique, encore moins un patriote, mais un traître à la quête d'un poste de ministre à l'exemple de ton frère. Jean de Dieu Momo, le peuple camerounais vous jugera un jour. Bonsoir Bruno, ravi déjà de te revoir sur le plateau. Moi je crois que M. Célestin N'Djamène a fait le bon choix. C'est un grand monsieur. En plus de ça, il porte le prénom de mon époux et même âge. Surprenant nom. Bonne soirée à vous. Bonne soirée également madame. Bonsoir, j'écris de doigt la terminus. Nous pouvons ensemble permettre à notre grand pays de grandir. En fait, son excellence Paul-Biya a le droit de penser que c'est de la trahison car vu cette situation, c'est tout simplement la trahison. Je comprends pas bien. Bonsoir Bruno, dit à M. N'Djamène qu'il veut sa part et il attend patiemment. Nous les Camerounais, nous connaissons déjà Paul-Biya n'envoie aucun de ses ministres en prison pour le détournement des deniers publics, mais plus ceux qui visent son fauteuil présidentiel qu'il envoie en prison. Je crois que là peut-être que le monsieur ne connaît pas très bien de quoi il parle. Il n'y a aucun ministre de Paul-Biya, si je ne me souviens, à part l'ancien secrétaire général qui allait en prison et qui est sorti, si je ne me trompe, qui avait déclaré sa candidature, en fait son intention. Oui, Titus Sédois. À part lui, aucun ministre du président Paul-Biya n'avait déclaré sa candidature pour une élection présidentielle pour viser son fauteuil. Tous ceux qui ont été poursuivis dans le cadre de l'opération Épervier ont des dossiers qui pendent contre. Peut-être qu'on ne peut pas entrer dans le fond des dossiers, ne connaissant pas les tenants et les aboutissants, mais pour le moment, ils sont bel et bien devant les tribunaux pour des questions de justice et des détournements de fonds. Bonsoir Bruno, c'est Djibril, très belle émission et félicitations à M. N'Djamène pour nous avoir rejoints au sein du RDPC. Autant pour moi, le président Célestin N'Djamène est un homme de conviction patriote qui sûrement a découvert des évidences fondatrices de son soutien au président Paul-Biya. À la suite d'Augustin Frédéric Kodok, je soutiens le président Paul-Biya par conviction et avec toute la fierté de me battre pour ce grand nationaliste. C'est honorable Bapo Lipote Robert, secrétaire général de l'UPC, qui envoie le message. Bonsoir, bien bonsoir. Et décidez de vous récompenser vous aussi. D'abord, si j'étais un homme politique vénal, affairiste, mercantiliste, il y a longtemps que je vois adhérer au RDPC. Je rappelle qu'en 2011, quand je rentre au pays, l'entourage immédiat de l'État m'a approché pour échanger. Je peux le confirmer. Voilà, vous pouvez le confirmer. Et j'ai refusé beaucoup d'avantages, par conviction justement. J'ai aujourd'hui, par exemple, une dizaine d'immeubles d'environ 200 millions chacun. J'ai refusé par conviction. J'ai refusé par conviction. Je ne peux pas rentrer ici dans le détail. Mais ceux qui Parce que si vous entrez au gouvernement, vous allez également puiser non, c'est pour construire les immeubles de 200 millions. Non, justement. Ça veut dire que si demain vous êtes dans le gouvernement, vous allez puiser pour construire les immeubles. Exactement le contraire. Si j'étais vénal. L'élection présidentielle tout à l'heure, la candidature du professeur Maurice Kamto qui a été rejetée pour des motifs qui sont bien connus. Vous aussi, vous étiez en lice pour candidater à cette élection présidentielle. Peut-être que si votre candidature avait été acceptée, vous ne serez jamais avec le candidat, vous ne serez jamais soutien du candidat Paul-Biya aujourd'hui. Et les raisons qui ont poussé au motif du rejet de votre candidature ont intrigué l'opinion publique nationale et internationale. Je vais citer les 4 raisons évoquées par IDECAM qui ont conduit au rejet de votre candidature. Absence des 30 millions pour la caution, absence de la liste des 300 signatures, absence de la déclaration sur l'honneur et le motif qui a le plus intéressé l'opinion, absence de l'attestation d'inscription sur une liste électorale. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Non. Vous qui aviez le rêve de diriger le Cameroun, comment comprendre qu'un président national de parti politique comme vous ne sont même pas inscrits sur une liste électorale? Parce que l'absence d'attestation prouve que vous n'avez même pas le droit de voter. Vous ne pouvez pas voter. Alors, je suis inscrit depuis avril 2012 sur la liste électorale. J'ai ma carte d'électeur que j'ai présentée à la dame qui m'a recueilli, à l'immeuble Rose. Ils ont un registre où ils cochent les pièces reçues.
et à la fin, ils vont remettre un exemplaire. Tous les candidats qui m'écoutent savent qu'ils ont reçu un exemplaire des dossiers versés. Je suis assez estomaqué que quand je regarde les réseaux sociaux, je vois que parmi les motifs de rejet, ils ont mis absence d'attestation d'inscription de carte électorale. Mais c'est complètement hallucinant. Ou Elecam, qui est une institution que je respecte, a en son sein, du moins ce jour-là, des personnes complètement dévertébrées et complètement à l'ouest, qui ont fait du n'importe quoi. On ne peut pas enregistrer des documents et prétendre dans des motifs de rejet que je n'ai pas versé ce document, puisqu'ils m'ont remis l'exemplaire du PV. Il y a un PV. S'il y a 11 documents, vous en versez 8, on vous remet ce PV. Ils ont bien coché. J'embraye sur la lettre de déclaration sur l'honneur. Ils l'ont coché. Je les ai remis, je l'ai remis. Et pourquoi disent-ils dans le motif que je n'ai pas de lettre de déclaration sur l'honneur? Mais c'est du n'importe quoi. Vous pensez qu'elle est quand même menti? Mais complètement. Vous pensez que attendez, dans une posture officielle, comme celle d'une élection présidentielle, une institution crédible comme ELECAM peut s'hasarder à donner des motifs qui ne sont pas fondés? Je ne sais pas, je ne fais pas, je ne pense pas, je constate qu'ils ont eux-mêmes enregistré ma déclaration sur l'honneur et ma carte d'électeur, mais ils prétendent que je ne les ai pas. Vous avez quand même versé les 30 millions? Alors, maintenant sur les deux autres motifs, concernant la déclaration des 300 parrainages et les 30 millions. Alors, j'ai rappelé que j'avais 309 signatures. Le problème, c'est quoi? 309? Oui, ils ont. Vous savez comment pour obtenir ces signatures? Parce qu'on connaît connaît pas la nomenclature qui constitue ces signatures. Vous savez, je suis Vous avez eu les conseillers municipaux? Vous avez eu les chefs traditionnels, il y a chefs traditionnels? Oui, bien sûr, le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut reporter ça à méthode. Je peux le concevoir, donc ça, je peux l'accepter. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je suis pas le conseil constitutionnel. Deuxièmement, le virement, la caution, il y a deux mots. Il y a le versement en espèces ou alors le virement. Moi, j'ai mon compte à SCB. Il y a des gens qui ont déposé des chèques à blanc. Oui, bon. Il y a des gens qui ont déposé des chèques. C'est vrai pas que du tout. Moi, je suis à la SCB et donc un virement était prévu pour être remis parce qu'il faut un récépissé versé à la fois au conseil et à l'ECAM, évidemment. D'abord à l'ECAM, avant d'aller au conseil. Je ne sais pas comment c'est venu, un déclic, pas un déclic, mais un couac au niveau des virements. Il y a eu un bug. C'est massé. En tout cas, le 21 juillet, je me rends compte qu'effectivement, et constate qu'il n'y a pas de récépissé. Vous n'avez pas porté plainte à la banque? Ça servira à quoi? Puisqu'il fallait valider. J'espère que c'est pas une mauvaise publicité. Non, parce que là-bas, je peux porter plainte, mais en termes de recours préélectoral, ça ne devait pas porter, de toute façon. Mais au moins, ça vous aurait quand même permis mais de rétablir votre honneur, de savoir que vous aviez effectivement les 30 millions, et qu'il y a eu un bug informatique dans le virement. On n'est pas obligé de croire, il y a beaucoup de gens qui vont railler là-dessus, c'est le problème. Qui peut accepter qu'une banque ait fait une erreur ou vous ait donné des raisons, qu'il y a eu un bug informatique, et que c'est la raison pour laquelle vous avez estompé votre rêve de devenir président de la République? Mais ça peut arriver. Vous avez accepté ça comme ça, sans pas de voie de recours, rien du tout, sans porter plainte à la banque? À la banque, ça servira à quoi? Est-ce que c'est pas une raison juste pour... Non, mais ça servira à quoi? Parce que moi, je suis un politique, moi, je vais être validé. Et le recours qui serait le plus judicieux, ce serait au Conseil constitutionnel. Ils vont constater que, bien sûr, dans la case versement de récépissé, il n'y a rien, il y a zéro. Donc, ça ne peut pas prospérer. Et, soit dit en passant, au passage, vous auriez versé des émoluments aux avocats pour rien. Mais la banque vous aurait au moins fait non, ça marche pas comme ça. quelque chose qui vous aurait permis de présenter à la Cour au Conseil constitutionnel que vous aviez effectivement les 30 millions. Deux récépissés de caution. Une versée retenue par l'ECAM et l'autre envoyée au Conseil constitutionnel. Il y avait ni l'un ni l'autre. Donc, effectivement, ils ont pris acte qu'il n'y avait pas ça le 21 juillet. Vous étiez déjà conscient que votre candidature allait être rejetée? Non, c'est pas ça, mais je n'étais pas conscient, puisque c'est quoi que je ne pouvais pas le deviner. Mais est-ce que ce n'était pas une stratégie de votre part, parce que vous saviez pertinemment que vous alliez rejoindre le G20 plus tard? Et que si vous étiez retenu candidat, ça vous aurait permis de ne pas rejoindre le G20? Je vais vous confier une anecdote. En 2023, je suis contacté par mon ami le ministre Jean-Louis Momo, avec qui on échange sur le G20. En filigrane, il m'invite, il me demande si je ne trouverais pas judicieux d'adhérer au G20. On discute, comme on a beaucoup souvent discuté sur plein de sujets, parce qu'on est animés depuis très longtemps, on était à Kinshasa ensemble, on a fait des 400 coups. Je lui ai dit, pour l'instant, je m'occupe à déployer mon parti sur le terrain. Donc je n'ai pas le temps pour le G20. 2 ans après. Après, maintenant, c'est le porte-parole du G20, dont je ne vais pas donner le nom ici, mais qui est là, qui est bien connu, qui me demande ce que j'en pense. Bon, après 2 ans de réflexion, j'ai dit, il faut qu'on se rencontre, qu'il me briefe sur les modalités d'adhésion au G20. Parce que j'ai derrière moi des militants, j'ai un comité exécutif à qui je dois rendre compte. Voilà, j'ai ici mon secrétaire national à l'organisation qui peut en témoigner. Je lui en ai parlé avant. Eh bien, on s'est rencontrés à Yaoundé le jeudi, et puisque le point de presse s'est déroulé le vendredi, et on en a parlé, il m'a rassuré sur certains éléments, et donc le vendredi à 10h, on a commencé le point de presse. On a fait une déclaration commune, version anglaise, version française. M. Bapolipo est présent, il est vivant, il peut en témoigner, et c'est parti comme ça. Donc voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais je veux préciser aux yeux des téléspectateurs qu'il ne faut pas faire de confusion, parce qu'il y a des gens qui volontairement veulent créer la confusion entre le RDPC et le soutien au président, au candidat Paul Biya. Ça n'a rien à voir. Je n'ai jamais signé d'accord avec le RDPC. Jamais. Et si le RDPC vous en proposait? Je dirais non, parce qu'en réalité, eux, ils sont fondés sur le libéralisme communautaire. Moi, je suis un progressiste socialiste. Mais sur le casting que j'ai devant moi, c'est des 12 candidats, j'ai choisi le plus crédible. Je le répète à qui veut m'entendre, c'est M. Paul Biya en 2025. Je n'en retirerai pas une virgule. Qu'on remue sur les terrains, je maintiens que le candidat le plus crédible maintenant, pour les 7 années qui viennent, c'est M. Paul Biya. Alors, vous dites que vous êtes venu à Yaoundé la veille de la tenue de votre conférence de presse, c'est-à-dire des discours que vous allez tenir devant les populations pour les convaincre de voter le candidat Paul Biya. Quels sont les arguments, quelles sont les réalisations, quelle est la perception que vous avez de la personne et de la personnalité, des garanties que vous allez leur présenter pour voter le candidat que vous avez choisi pour l'élection présidentielle? Eh bien, je dirais que pour nous, patriotes, parce que je répète, la part veut dire Alliance patriotique et républicaine du Cameroun, la notion de patrie est très importante. Et la notion de patrie est inhérente à la souveraineté nationale. M. Paul Biya est un patriote. Nous avions depuis des décennies cette chape de plomb de la France. La France, en imposée par ses multinationales, par ses exploitations abusives de ressources naturelles, il a fallu qu'on mette fin à cela. En 2009, c'est un élément déterminant. Nos ressources naturelles ne seront plus exploitées de manière systématique par la France, même de manière indirecte, peu importe. Je dirais que le 6 avril 2021, le président Paul Biya, candidat à sa propre succession, crée la Tsunamine. La Tsunamine qui a pour vocation à exploiter
à transformer et à commercialiser de l'or, du diamant, des minéraux camerounais. Avant, c'est la France qui le faisait. Maintenant, il y a un problème de gouvernement, je suis d'accord, il faut faire un débat là-dessus. Mais sur le principe, la France a plus droit au sous-sol camerounais. Je rappelle que la preuve, c'est que quand M. Biya n'était pas obligé, arrête de poursuite, le 5 octobre 2019, il désavoue un peu ces gens qui nous ont arrêtés. C'était des aveux parce que nous étions en tribunal militaire le 8 septembre, avec Penda, moi-même, Fouguet et Bassero. On était là. Malheureusement, il y avait malaise, on a cru que c'était une crise cardiaque de Penda et Koka, ce qui a fait qu'il y a eu un report sur 8 octobre. Et bien, pendant ce temps-là, le président, dans son humanisme qu'on lui connaît aujourd'hui, a considéré qu'il fallait qu'on les libère. Arrêt de poursuite. Il a donc usé de son droit d'arrêt de poursuite. Et d'ailleurs, pour moi, ça semblait tellement miraculeux que j'ai demandé une messe d'action de grâce à la cathédrale de Bonadibon à Douala. C'était le seul. Parce que je considère que Ayoub Tabé, qui était un voisin de la cour, qui a eu à perpétuité 2 semaines avant, moi je me disais, bon, on n'est pas amazonien, mais au minimum on aurait 20 ans. D'ailleurs, certains colonels s'amusaient parfois à me dire que bienvenue dans cette incarcération de longévité. C'est parti au moins pour 20 ans. Oui, mais on était quand même surpris de voir que M. Biya arrête la poursuite. Donc quelque part, j'avais fait mal. Mais il a désavoué ces personnes qui nous avaient foutu en tôle. Je ne veux pas rappeler ici la torture qu'on a subie au CED, et c'est très douloureux, mais je dis qu'on ne peut pas vivre perpétuellement dans la haine. M. Biya a pardonné M. Tchiroma était en prison pour les suspicions sur le coup d'État de 84. Il a fait intégrer dans le gouvernement. M. Biya a permis à M. Bello Bouba Magari, qui était réfugié à Kano, au Nigeria, de revenir, et même le nommer PM. Vous vous rendez compte? Il est resté ministre d'État jusqu'à sa sortie du gouvernement. Mais M. Mandela, on ne peut donc pas construire l'avenir du Cameroun dans la haine.